Emmanuel Laurentin est en effet dans ce studio pour nous parler de Bonjour. Marc Bloch, l'historien dont Emmanuel Macron a annoncé samedi à Strasbourg l'entrée au Panthéon. Alors Emmanuel Laurentin, on ne vous présente plus, vous êtes le représentant de l'histoire à France Culture, longtemps Non, non, non. producteur, si, de la fabrique de l'histoire. Vous avez de Xavier nombreuses... Mauduit. Ouais. Ok, d'accord, mais vous avez quand même de nombreuses émissions sur Marc Bloch à votre actif. Commençons, si vous voulez bien, par évoquer l'universitaire. Tandis que son père est spécialiste d'antiquité romaine, Marc Bloch se consacre à l'époque médiévale. Contre l'histoire politique qui règne alors, il intègre le temps long et les mentalités. Parlez-nous de ses travaux, Emmanuel Laurentin. Mais c'est vrai que quand on relit Marc Bloch, parce qu'il faut toujours le relire, c'est vraiment un personnage avec lequel, quand on aime l'histoire, on est obligé d'y retourner à chaque fois. Bien que ses ouvrages aient plus d'un siècle pour certains d'entre eux, eh bien, il faut reconnaître sa précocité, son intérêt pour l'anthropologie, pour toutes les sciences sociales. Il s'intéresse à la sociologie, à l'économie, aux sciences sociales en général et à l'anthropologie historique. Et c'est justement par l'anthropologie historique qu'il débute par un ouvrage majeur qui a un siècle aujourd'hui. Donc, les rois thaumaturges, où il compare la manière dont les rois de France et les rois d'Angleterre ont prétendu donc guérir les écrouelles, une maladie qui serait guérie aujourd'hui par les antibiotiques, mais qui va accompagner la longue durée des royaumes de France et d'Angleterre. Et en cela, effectivement, il s'intéresse aux anthropologues, à la façon dont on travaille sur le temps long, et il mélange justement son savoir historien avec ce savoir d'anthropologie. Il s'intéresse aussi au comparatisme. C'est la grande qualité aussi des travaux de Marc Bloch. Tout ce qui se passe en Angleterre, tout ce qui se passe en Allemagne, tout ce qui se passe dans toute l'Europe à ce moment-là, par l'intermédiaire de la revue qu'il va créer avec Lucien Febvre dans les années 20 qui s'appelle Les Annales et qui existe encore aujourd'hui, eh bien, il va en être l'écho, il va s'en faire l'écho et devenir une sorte de personnage qui sait tout de ce qui se dit dans d'autres pays sur l'histoire et sur le passé. Parlez-nous de cette revue des Annales. Donc, Annales d'histoire économique et sociale, c'est fondé en 1929 avec Lucien Febvre, vous l'avez dit. Quelle est l'ambition? C'est vraiment de récupérer les recherches du présent sur l'histoire des sociétés contemporaines, économiques et sociologie, du coup, dans l'histoire. Et puis aussi, avec, cette, façon de faire, de l'histoire en n'oubliant jamais le présent. Il faut se souvenir qu'un des petits textes qu'il a écrit, au sortir de la Première Guerre mondiale, dont il a été un combattant, courageux, s'appelle, «Sur les fausses nouvelles de la guerre», et c'est un texte des années 20 où il fait là aussi de l'anthropologie, de la sociologie, sur savoir et essayer de comprendre pourquoi dans un contexte de guerre, eh bien on peut, continuer à transmettre des fausses nouvelles. Qu'est-ce que la vraie nouvelle? Qu'est-ce que la fausse nouvelle? C'est aussi une leçon pour, les journalistes que nous sommes, que de lire Marc Bloch parce que ce petit texte est un texte fondamental. Donc toujours une curiosité, une immense curiosité pour la société. Il raconte dans Apologie pour l'histoire, cette belle histoire, Henri Pirenne, qui est un autre historien belge, lui, C'était son maître, je crois. oui, enfin, qui était un contemporain surtout qui est du Moyen Âge. Il est historien du Moyen Âge. Ils vont à un colloque à Stockholm tous les 2. Et Pirenne lui dit, «Il paraît qu'il y a un nouvel hôtel de ville qui vient d'être construit». Alors il s'étonne, Marc Bloch, de cet intérêt de Pirenne, historien du Moyen Âge, pour le nouvel hôtel de ville. Et Pirenne lui dit: «Si j'étais antiquaire, je n'aurais Dieu que pour de vieilles choses, mais je suis historien, c'est pour cela que j'aime la vie». Donc et c'est on peut dire que d'une certaine manière, c'est ce qu'a appliqué tout au long de sa carrière, Marc Bloch, un intérêt pour la vie contemporaine, lié avec cette longue histoire, sur laquelle il travaille. Vous avez prononcé l'expression temps présent, un historien du temps présent. C'est en 1940, qu'il rédige en quelques mois son ouvrage le plus célèbre, L'étrange défaite. Quelles sont, de son point de vue, les causes de la défaite en quelques mots, Emmanuel Laurentin? Alors, il y a des causes, pourrait-on dire, qui sont liées à l'état-major, qui sont liées aussi à la société, des années 30, à la façon dont elle a été disloquée par les crises économiques, mais aussi, par des vastes crises politiques. Effectivement, il s'intéresse à la façon dont, on peut lire de façon multifactorielle, pourrait-on dire, un événement comme la défaite de 1940, sans jamais privilégier l'une ou l'autre de ces causes. C'est-à-dire, il n'est pas du tout dans la causalité formelle que beaucoup d'historiens de l'époque appliquent. Il y aurait une cause générale, par exemple, à la naissance de la Première Guerre mondiale. Non, ça n'est pas sa vision de l'histoire. C'est une vision multifactorielle où il essaye de peser les raisons qui ont conduit à cette défaite. Il a été profondément bouleversé, comme tous les Français, par la défaite de 1940, et c'est pour ça qu'il inaugure d'une certaine manière ce qu'on connaîtra plus tard, ce que vous appelez l'histoire du temps présent, c'est-à-dire cette façon pour un historien de ne pas se cantonner
aux archives les plus anciennes pour pouvoir, disons, prendre la distance nécessaire, c'est comme ça qu'on l'imaginait à l'époque, vis-à-vis d'un événement du passé, mais au contraire se plonger dans le contemporain pour pouvoir l'analyser avec la grille qui est la grille des historiennes et des historiens. Dans le premier chapitre de L'étrange défaite, la présentation du témoin, il se décrit comme un civil à l'esprit militaire. Vous êtes un guerrier, lui dit un jeune officier, de la croix de guerre durant la Première Guerre mondiale, la Légion d'honneur à titre militaire, l'engagement volontaire sur le front pour la Seconde Guerre mondiale et puis évidemment la résistance. Le professeur est un brave, il a le goût du combat et du sacrifice et ce, jusque dans sa mort, Emmanuel Laurentin. Oui, parce qu'effectivement, il a beau avoir, plus de 50 ans, bien plus de 50 ans lorsqu'il s'engage, dans la résistance, et bien son but, c'est de parler de la France et on a du mal aujourd'hui, quand la question du patriotisme, est brandie par certains dans le spectre politique, d'imaginer ce qu'a pu être effectivement l'engagement dans la résistance pour ceux qui se sont considérés souvent comme, patriotes, mais jamais comme, nationalistes. C'est le cas de Marc Bloch, dans, la présentation du témoin dans L'étrange défaite, il dit ceci, il dit: La France, demeurera quoi qu'il arrive la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel. Je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux», en disant effectivement, la présentation du témoin: «Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nulle part, nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte», et surtout il dit qu'il revendique, cette judéité à chaque fois qu'il rencontre un antisémite, mais jamais à un autre moment. C'est ainsi qu'il fut fusillé par les nazis le 16 juin 1944. Alors vous nous avez introduit dans cette réflexion sur la religion juive propre à Marc Bloch. Vous avez cité cet extrait des présentations du témoin. Je pourrais ajouter ces derniers mots extraits de son testament. Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques, mais il me serait odieux que dans cet acte de probité, personne pût rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire, etc. Mais je me suis sentie durant ma vie entière, avant tout et très simplement français. Avec Marc Bloch, Emmanuel Laurentin, c'est toute une histoire du judaïsme français et particulièrement alsacien qui va rentrer au Panthéon. Oui, et puis il faut se souvenir qu'effectivement, il a grandi politiquement, entre la fin du 19e et le début du 20e avec, l'ombre d'un autre, juif alsacien, à savoir, l'ombre de l'affaire Dreyfus, et qu'il l'évoque à plusieurs reprises dans ses travaux, dans ses lettres en particulier. Il évoque, effectivement cette ombre portée. Il dit qu'il est sûrement un des derniers à porter justement, en tant que contemporain, cette affaire Dreyfus, dans le débat public et dans la façon dont il a construit, son propre itinéraire d'historien. Merci beaucoup Emmanuel Laurentin. Alors à 8h45, Chloé Le Prince nous en dira plus sur l'instrumentalisation de Marc Bloch dans sa chronique Va savoir. Mais d'abord, c'est la suite des matins avec vous, Guillaume Erner.